Bonjour à tous, merci de m'accueillir en Occitanie. Bon, c'est dommage que ce soit virtuel, j'aurais peut-être pu profiter de votre soleil, je ne sais pas si vous en avez. Pour vous parler de soft skills, de reconnaissance ouverte, de badge numérique, pas forcément dans cet ordre-là, mais on va essayer de faire du lien par rapport, enfin je compte sur vous en fait pour faire du lien par rapport à ce que vous avez pu entendre précédemment et éventuellement interroger les soft skills au regard de ce que vous avez pu avoir comme intervention précédemment. Donc je me présente rapidement, même si Lauriane l'a un petit peu fait. Donc effectivement, je dirige un CIBC en Normandie. La Normandie, on va en reparler brièvement juste après. CIBC, je reprécise, hein, peut-être que enfin, vous en avez dans votre région, donc vous devez connaître. Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Donc on accompagne des personnes en transition professionnelle, plutôt des adultes, que ce soit des personnes salariées ou en recherche d'emploi. La particularité du CIBC Emploi Conseil en Normandie, c'est de porter ce qu'on a appelé le labo CIBC, qui est un laboratoire d'innovation pédagogique, qui est le laboratoire d'innovation pédagogique de la Fédération nationale des CIBC. C'est-à-dire que c'est nous qui portons un petit peu le bras armé de la R&D pour la Fédération nationale. Voilà, donc du coup, on s'amuse avec plein d'outils, et notamment avec les badges numériques, mais aussi avec d'autres choses comme la ludopédagogie, et vous verrez qu'il peut y avoir du lien. Un petit élément historique, et c'est là où on va parler brièvement de la Normandie, parce qu'on ne va pas faire trop de cocorico. Les badges numériques, ils sont apparus il y a déjà plusieurs années dans les pays anglo-saxons, mais pas la reconnaissance non formelle. La reconnaissance non formelle est apparue après les badges numériques. Au début, les badges numériques, ils étaient utilisés pour faire ce qu'on appelle de la micro-certification, c'est-à-dire des diplômes numériques, au final, beaucoup plus faciles à faire parce que non reconnus par l'État, ou voilà, on était, on était dans quelque chose qui n'était pas certifiant. Mais n'empêche qu'on était sur des badges qui correspondaient à un référentiel, c'est-à-dire des personnes qui disaient pour avoir ce badge, il faut faire ça, ça, ça et ça, avoir tel indicateur, etc. La reconnaissance non formelle en Europe, en tout cas, elle a été fortement affirmée en 2016 lors de la signature de la déclaration de Bologne, où, alors on peut paraître ça étonnant, où ils ont signé une charte sur la reconnaissance de l'expérience non formelle, c'est-à-dire de se dire il n'y a pas que en formation qu'on apprend, voilà, mais dans toute expérience de la vie. Bien entendu, l'expérience du travail, mais aussi l'expérience de la vie quotidienne, on apprend. Voilà. Euh, alors ça paraît une évidence, mais il fallait l'ancrer dans les têtes et aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire, ok, si on peut apprendre dans toute expérience, euh, il faut mettre en place quelque chose qui permette de reconnaître tout ce qu'on apprend dans ces expériences non formelles, voire des expériences informelles, c'est-à-dire, voilà, je fais un gâteau au chocolat avec mes enfants, voilà, on n'est absolument pas dans quelque chose d'organisé, c'est tout à fait informel, mais n'empêche qu'on peut quand même arriver à reconnaître ces expériences-là. On va voir comment on fait. Voilà, donc le premier principe de la déclaration de Bologne, c'est de dire il faut une reconnaissance ouverte pour tous. Voilà. Et de reconnaître voilà, toutes les expériences, chacun, voilà, et du coup que ce soit accessible à tous. Ils sont allés un petit peu plus loin, et c'est là où c'est vraiment intéressant, en disant ok, mais il ne suffit pas de le dire, il faut aussi qu'on mette en place des infrastructures, des technologies qui permettent ça. Voilà. Et du coup, c'est là où on a fait le lien pour la première fois entre les badges numériques et ce principe de reconnaissance ouverte et de reconnaissance des expériences non formelles et informelles. Donc là, on est encore en train d'y travailler. Donc c'est là où on va parler de badges numériques, mais aussi de plateformes de badges, d'alignement de ces badges, voilà, avec des algorithmes. Enfin, voilà, ça peut devenir très très technique, mais on n'ira pas trop dans la technique ce matin. Et troisième principe, c'était de dire, OK, on aura peut-être la technologie, on aura les concepts, il faut aussi avoir une politique volontariste de reconnaissance. Donc voilà, ils ont signé une charte pour dire maintenant,
il faut que les universités s'emparent de ça, que les écoles s'emparent de ça, que les politiques publiques, donc en France, les régions par exemple, qui sont en charge de la formation professionnelle, s'emparent de ça. Voilà. Et du coup, voilà, ils ont acté qu'il y avait des lobbying à faire et des mouvements un petit peu volontaristes pour encourager ces institutions à prendre en charge la reconnaissance non formelle et à la favoriser. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un mouvement qui a débuté en France et effectivement il a débuté en Normandie avec la création en 2017 de Badjon à Normandie. Euh, voilà, il y avait des personnes qui sont intéressées un petit peu avant les autres à cette histoire de reconnaissance non formelle. Donc ça a commencé effectivement avec le Dôme que je vous ai déjà évoqué, mais aussi l'enseignement agricole en Normandie s'est beaucoup intéressé et est encore aujourd'hui un acteur important de la reconnaissance non formelle en Normandie et ailleurs, par exemple dans les Pays de la Loire, etc. Et en 2018, les mêmes personnes en fait ont créé l'association Reconnaître qui aujourd'hui réunit tous les badgeons. Voilà, parce que maintenant, il y a des badgeons les Pays de la Loire, badgeons Occitanie, badgeons la Bourgogne-Franche-Comté, badgeons la Réunion. Voilà, il y a des badgeons qui naissent un petit peu de partout. Et tous ces collectifs qui sont parfois associatifs, parfois informels, se retrouvent au sein de l'association Reconnaître, qui organise chaque année l'Open Epic, qui est l'événement international de la reconnaissance non formelle qui vient juste d'avoir lieu là à distance il y a 2 semaines. Voilà, donc il y a plein de contenus que vous allez pouvoir retrouver si vous le souhaitez sur YouTube ces dernières interventions. Donc les principes de la reconnaissance ouverte, je les ai évoqués un petit peu, mais pour les reprendre un petit peu, pour être très clair et pour se rapprocher peut-être de votre pratique à vous, voilà, d'organismes de formation ou d'accompagnement. Le premier principe, donc je l'ai déjà dit, la reconnaissance ouverte s'ancre sur l'expérience vécue, d'accord, et les conditions de cette expérience. C'est-à-dire, on ne peut pas distinguer ce qui est reconnu du contexte dans lequel ça a été reconnu, d'où la documentation. Voilà, c'est attrait au contexte. Voilà, j'ai écrit, ok, très bien, mais c'était pour faire quoi, pour qui, est-ce que du coup c'était contraignant, pas contraignant, quels étaient les attendus. Voilà, c'est le contexte qui va nous donner la valeur de la compétence mobilisée. S'il s'agit de reconnaître des compétences, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur les compétences parce que vous êtes fortement intéressé par les soft skills, mais on peut reconnaître autre chose. Du coup, deuxième principe, la première étape, et on y reviendra plus tard, c'est de reconnaître déjà un sentiment de compétence chez l'autre. Voilà. C'est-à-dire, enfin, faire une présomption de compétence, pardon. Si la personne, déjà, on ne lui reconnaît pas le droit d'avoir un avis sur sa propre compétence, sur sa capacité à s'engager dans un parcours de reconnaissance et avoir une action sur le développement de ses compétences, on ne peut pas démarrer, quoi. Hein, si déjà on est dans la défiance par rapport à la personne qui souhaite être reconnue, ça va pas être possible. Et inversement, il faut que la personne nous fasse confiance pour documenter, pour nous fournir des éléments de preuve. Voilà, donc tout est basé quand même sur la confiance, sur une relation de confiance documentée, certes, mais sur une relation de confiance. Et c'est là où, voilà, c'est pas toujours la mode, la confiance aujourd'hui. Donc, il va quand même y avoir une bascule à faire à ce niveau-là voilà, et un changement d'habitude et une prise de conscience des institutions, des entreprises, ça va peut-être changer la donne sur certaines choses. Du coup, ok, on part de l'expérience vécue, on part vraiment du contexte, mais du coup, à un moment donné, il faut quand même se rapprocher de référentiels parce qu'il y a quand même, enfin voilà, la reconnaissance formelle, elle existe et elle a toute sa place, bien entendu, mais c'est seulement dans un second temps, en fait, où on va articuler cette reconnaissance non formelle, ce qu'on a identifié dans l'expérience vécue,
par rapport à des reconnaissances beaucoup plus formelles, comme une fiche de poste, par exemple. Si on prend l'exemple d'un recrutement, l'idée, c'est que la personne elle puisse identifier toutes ses compétences, puis ensuite se rapprocher du référentiel de la fiche de poste pour dire finalement est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas. Donc voilà, s'il y a parmi vous des gens qui font du bilan de compétences ou on peut appeler ça, enfin voilà, des prestations de la VAE également, on est complètement dans cette logique-là. Et on revient véritablement à la définition d'une compétence qui est vraiment un savoir-agir reconnu. Je reprends la définition de Guy Le Boterf, mais qui ancre le fait qu'on est bien dans l'action. Voilà, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans la connaissance, on est dans l'action et cette compétence, elle est forcément confrontée à quelque chose et on en attend une reconnaissance. Voilà, s'il n'y a pas un tiers pour identifier ce qu'on fait, bah, finalement, la compétence, elle n'existe pas. Voilà. Donc, on va être tout le temps là-dedans et vous voyez bien l'intérêt par rapport aux soft skills. Bon, je n'ai pas une conscience claire de ce qui vous a été dit sur les soft skills, mais les soft skills, pour nous, c'est quelque part un peu une négociation de ce qu'on a pu mobiliser dans une situation. C'est difficile à définir un soft skills. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il va falloir que la personne, elle mette elle-même des mots dessus, de la documentation. Lauriane parlait tout à l'heure d'auto-évaluation. Voilà, c'est bien la personne qui voit ce qu'elle a mobilisé dans l'expérience et éventuellement qu'il y ait une négociation avec la personne qui reconnaît pour voir, OK, est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas. Donc, ce principe de reconnaissance non formelle, autant il n'est pas forcément utile sur quelque chose de très technique parce qu'on sait voilà, si ça marche ou ça marche pas. Hein, voilà, des connaissances très techniques, le fil rouge sur le bouton rouge, voilà, est-ce que le fil est au bon endroit, quoi. Par contre, sur du soft skills où on est sur quelque chose de beaucoup plus flou et qu'il est nécessaire de négocier, bah là, la reconnaissance non formelle va permettre de le négocier au plus près de la situation, en contexte, et éviter le fait que ce soit négocié voilà, par des personnes qui ne sont pas participantes de la situation. Juste un petit schéma pour vous dire pourquoi nous, on est allé chercher cette reconnaissance non formelle également. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager tous ensemble. C'est qu'on a de plus en plus de mal à avoir des personnes qui sont engagées. Voilà. Qui s'engagent dans la formation, qui s'engagent dans l'emploi, qui s'engagent même dans une recherche d'emploi. Voilà, toute la grande question en ce moment, c'est de se dire, OK, comment on mobilise les needs, les invisibles, voilà, comment ces personnes-là, elles peuvent se remettre en action. Et du coup, voilà, on a réfléchi un petit peu et on a fait ce schéma pour essayer de caractériser ce qu'on essaye de faire sur le terrain. Et vous voyez le lien avec ce que je viens de dire. Déjà, on bouge que si on a le sentiment qu'on est en capacité. Donc, l'idée, la première chose à développer chez les personnes, c'est un sentiment de compétence. Donc là, l'idée voilà, du badge numérique, c'est de dire, bah, regardez, vous avez ça, voilà, vous pouvez visualiser, rendre visibles vos compétences. Déjà, alors pour les autres, mais déjà pour vous-même. Voilà, donc, développer ce sentiment de compétence. Développer également un sentiment de contrôle, c'est-à-dire que, pareil, on ne va pas bouger, même si on se sent compétent, on ne va pas forcément bouger si on a le sentiment que ça va servir à rien. Ok, enfin, vous avez tous entendu, aller à une réunion d'information sur une formation ou à un entretien de recrutement. Voilà, bah, parfois les gens nous disent c'est bon, ça sert à rien, je ne vais pas être pris de toute façon. Voilà, ça ne sert même pas à quelque chose que j'essaye. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de rendre visible aussi les possibles. Voilà. On peut badger, on peut rendre visibles les compétences, on peut aussi badger les lieux où il est possible euh, d'identifier ses compétences, de faire reconnaître ses compétences. On peut aussi badger des parcours pour montrer, alors là, du coup, je ne vais pas citer Guy Le Boterf, mais André Chauvet, la technique des petits pas, c'est-à-dire parfois, le diplôme, par exemple, il paraît très lointain. La marche, elle est trop haute, c'est trop difficile et je ne me sens pas en capacité de. Par contre, voilà, il y a peut-être moyen d'y aller par petites étapes, mais il faut rendre visible ça. Il y a toujours moyen d'y aller par petites étapes, mais on n'en a pas forcément conscience. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une carte, de dire, bah, voilà ce qui est à votre disposition. C'est
Voilà, même nous, en tant qu'accompagnateurs, parfois, on a du mal à se rendre compte de toute la richesse d'un territoire, toutes les formations, mais tout aussi toutes les situations apprenantes. Je ne sais pas pourquoi il a bougé tout seul. Toutes les situations apprenantes, toutes les situations où finalement on peut identifier des compétences. Ça peut être un club sportif, ça peut être plein de choses. Voilà, donc rendre visible toute cette richesse de façon à ce que les personnes elles choisissent également leur modalité. Voilà, là où je suis le plus à l'aise pour développer mes compétences. Et troisième chose, et là je pense que c'est notre rôle, il est énorme à ce moment-là, c'est l'analyse stratégique. C'est-à-dire, voilà, je commence à être un peu regonflée, à avoir un sentiment que j'ai des compétences effectivement voilà, à mettre à disposition des autres. Je me dis qu'éventuellement ça peut servir à quelque chose, mais voilà, j'ai une carte, comment je fais quoi? Comment je fais pour aller de Paris à Marseille? Est-ce que je passe par Angers? Est-ce que je passe par Lyon? Est-ce que, voilà, concrètement, comment je fais? Donc, en fonction de mes choix, mais en fonction de la meilleure stratégie par rapport à mon objectif, par rapport aux moyens qui me sont donnés, par rapport à ma personnalité. Voilà. Et c'est là où, effectivement, nous, on place l'accompagnement. Même si, bien entendu, il a toute sa place dans les deux premières sphères, mais on peut imaginer que des personnes assez autonomes peuvent voilà, comprendre le truc et aller faire identifier ses compétences et rendre visible tout ça, puissent prendre connaissance de la carte, mais voilà, puisse être aidé par rapport à ses objectifs, c'est primordial. Voilà. Et du coup, l'idée étant qu'on compte sur tout ça pour favoriser l'engagement des personnes qui aujourd'hui ne bougent plus parce que soit elles ne se sentent pas capables, soit elles ont le sentiment que de toute façon il ne va rien se passer, soit parce qu'elles ne savent pas complètement comment elles peuvent faire le bon choix et elles ont peur de prendre des risques. Du coup, une autre façon de le dire, mais c'est important, notamment pour réussir, parce il faut aussi convaincre, c'est bien de convaincre les organismes de formation, les accompagnateurs, les personnes concernées, bien entendu en premier, mais finalement, elles sont assez faciles à convaincre parce qu'elles sont en appétence pour développer leur sentiment de compétence. Les plus difficiles à convaincre, c'est ceux qu'on vise, ce sont les employeurs. Le plus souvent, c'est eux qu'on a un petit peu de mal à embarquer dans notre affaire. Donc, il faut aussi qu'on arrive à leur montrer ce qu'ils peuvent avoir comme plus-value. Donc, par rapport aux soft skills, notamment, puisque c'est le sujet, vous avez tous entendu des entreprises, voilà, les posts LinkedIn sur les soft skills, il y en a un toutes les 2 minutes, très certainement dans le monde. Les entreprises disent, voilà, le soft skills, c'est ce qui va permettre de faire la différence entre les salariés, finalement, ils ont tous le même diplôme, par exemple, au moment où je recrute, voilà, c'est tous des maçons, ils ont tous un CAP maçon, très bien, mais voilà, quel est le maçon qui va peut-être plus s'engager dans le travail, qui va être plus minutieux, qui va davantage travailler en équipe, qui va accepter de transmettre son savoir à des stagiaires ou à des apprentis. Enfin voilà, on cherche le petit plus. Voilà, c'est ça le soft skill, c'est le petit plus que les personnes peuvent avoir au-delà de la compétence technique. Bah nous, ce qu'on leur dit, c'est que ces petits plus-là, on ne peut les avoir que à travers le récit de l'expérience, et que ce récit, il peut se transformer en quelque chose d'un petit peu plus visible, parce qu'un récit, c'est un petit peu volatile, c'est finalement ce qui se passe en entretien de recrutement. Là, l'idée, c'est de leur faciliter un petit peu le travail en rendant visible ces récits, cette documentation. Et du coup, ça nous fait un peu changer de paradigme. Encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer la reconnaissance formelle par la reconnaissance non formelle. Il s'agit de proposer un dispositif qui permet de compléter les dispositifs existants de reconnaissance formelle. Donc, dans la reconnaissance formelle, on est dans l'identification de compétences stratégiques. C'est-à-dire pour avoir le CAP maçon, ben, il y a un référentiel, il faut connaître ça, 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 être en capacité de faire ça, 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 voilà. Ça peut être une fiche de poste, voilà. Il y a un référentiel et on est dans ce qu'on va appeler le travail prescrit, c'est-à-dire un maçon doit savoir faire ça, etc. Dans la reconnaissance non formelle, on va être dans le travail réel, c'est-à-dire le maçon, il va pouvoir montrer, comme moi je l'ai fait tout à l'heure avec mon badge, des photos de réalisation. Il va pouvoir expliquer comment il a fait, c'est quoi son petit truc à lui,
Alors, je ne vous donnerai pas d'exemple parce que je connais vraiment rien en maçonnerie et du coup, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cet exemple-là. C'est pas très intelligent de ma part. Voilà, la façon dont il mélange le ciment ou je ne sais quoi, voilà, son petit truc qui fait que bah, c'est un maçon, ok, comme les autres, mais il a des petits plus, des petits trucs en plus. Et si on est intéressé par le partage du savoir, bah, raconter comment il a accompagné un ou deux apprentis, etc. Ce qui n'est pas forcément demandé dans le CAP maçon. Je vois les petits commentaires, effectivement, ça peut être n'importe quoi. Donc là, c'est l'individu qui va dire et là est l'aspect stratégique pour que je sois reconnue par une entreprise qui recherche des maçons aujourd'hui, j'ai intérêt voilà, d'insister sur le travail en équipe, d'insister sur la transmission des savoirs, d'insister sur la minutie. Et là, on est dans la stratégie. Il peut parler de tout, mais voilà, euh, il va falloir qu'il fasse des choix, très certainement. Et là, on est dans la stratégie et c'est là où peut-être ça nécessite de l'accompagnement. Mais dans tous les cas, il va exprimer des choses qui sont de l'ordre du réel, décrire le contexte dans lequel il a œuvré. Et du coup, on ne part pas de référentiel, on est bien, et tout l'intérêt pour l'entreprise, il est là. On est dans l'identification de compétences beaucoup plus transversales, voilà, on peut appeler ça les soft skills, mais aussi des compétences rares, par exemple, des compétences émergentes. Vous savez, on n'arrête pas de dire que les métiers changent très très rapidement et que alors, un référentiel de diplôme, c'est fondamental, mais ils sont revus. Voilà, ils sont revus tous les 4, 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est important encore une fois que tout le monde soit aligné, qu'un CAP maçon en Occitanie, c'est le même qu'en Normandie. Mais par contre, que ces petits plus, bah, on puisse voilà, être sur des matériaux écologiques, bah, voilà, d'être un petit peu plus dans quelque chose de plus dynamique pour identifier des compétences qui émergent dans tous les métiers aujourd'hui, voilà, pas seulement dans les métiers du numérique, mais aussi, et là c'est important peut-être plus pour les publics les plus en difficulté au regard de l'emploi, les compétences du quotidien. C'est-à-dire, on peut identifier également les compétences domestiques, les compétences militantes, les compétences bénévoles, les compétences du sportif, du musicien, voilà, et encourager la personne à faire du lien avec, avec les attendus. Est-ce que s'organiser, respecter des règles d'hygiène pour faire un gâteau au chocolat dans le cadre d'un centre social, dans quelle mesure il y a du commun entre ça et travailler dans l'industrie agroalimentaire. Donc là, encore une fois, on est dans la stratégie, c'est-à-dire comment on va accompagner la personne pour que le lien il soit fait, mais on part d'où elle est la personne. On ne lui dit pas voilà ce qu'il faut atteindre, on part de la situation qu'elle vit et de sa compétence à elle dans le contexte dans lequel elle se situe. Ce qui va permettre, à notre sens, d'aller chercher les publics pour qui l'entreprise fait un petit peu peur parce que ça paraît un petit peu lointain. Du coup, en termes de parcours, j'ai déjà évoqué la notion de carte. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important, de proposer aux personnes plutôt une carte des possibles, tous les possibles, plutôt que des parcours linéaires avec des parcours où les modalités sont prédéfinies, c'est-à-dire pour identifier, voire pour acquérir une compétence, on vous propose telle modalité, une modalité à distance, une formation, un plateau technique, que sais-je, une expérience professionnelle, mais voilà la modalité qu'on vous propose. Là, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement proposer euh, plusieurs modalités et que la personne a pu se positionner par rapport à cette modalité. Par exemple, pour identifier le respect des consignes, voilà, qui est quelque chose qui est très demandé par les entreprises, eh bien, on va pouvoir proposer aux personnes d'aller vivre une expérience dans un club sportif, ou alors elle est déjà dans le club sportif, d'aller valoriser la compétence qu'elle a dans ce club sportif de respect de l'arbitre, par exemple. On peut, dans le respect des consignes, aller chercher la personne qui va faire le gâteau au chocolat au CCAS parce qu'il faut respecter la recette. Voilà.
Et bien entendu, c'est pas grâce à ça qu'on va directement se faire recruter, mais en tout cas, c'est un premier terreau qui va faire que peut-être, au niveau de la carte, on va pouvoir se rapprocher d'expériences de plus en plus professionnelles. En tout cas, quand on va chercher les recruteurs, on peut leur poser la question de, voilà, à quoi vous faites confiance? Par exemple, moi j'avais fait l'expérience avec des entreprises du transport. Bah, ils étaient prêts à faire confiance à des clubs sportifs. Voilà. Si on me dit que la personne, le gamin, souvent ils disaient ça, si le gamin il respecte l'arbitre, ça m'assure pas qu'il va respecter le chef ou qu'il va respecter le code de la route, mais en tout cas c'est un premier indicateur qui me semble intéressant. Et on peut travailler là-dessus. Après, derrière, on peut mettre en place des stages, des choses, d'autres situations qui vont permettre d'avancer sur ce parcours de reconnaissance et donc ce parcours de confiance par rapport aux recruteurs. Mais on peut partir, voilà, on peut partir de l'expérience le plus proche du terrain de la personne pour se rapprocher du terrain de l'entreprise. Voilà. D'où la notion de carte des possibles, parce que y en a qui sont intéressés par le sport, d'autres par la culture, d'autres par le bénévolat. Enfin, voilà, on peut proposer plein de modalités et la personne choisit son parcours. Et du coup, vous l'avez compris, on n'est plus dans un repérage d'écart, voilà, ce qui est très compliqué pour les personnes qui sont sans qualification notamment, c'est qu'on va leur dire, voilà, pour être recruté, il faut avoir tel critère. Voilà, il faut avoir le permis, il faut avoir plus de 20 ans, il faut avoir telle qualification, etc. Et finalement, ce qu'on propose aux personnes, c'est un positionnement en termes d'écart. Ah j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Là, l'idée, c'est d'aller identifier déjà le potentiel des personnes. J'ai tout ça. Et parmi tout ça, voilà, à quoi ça me permet d'accéder finalement? Qu'est-ce qui m'est accessible avec tout ce que j'ai comme potentiel, comme compétences individuelles, comme intérêt voilà, professionnel, des engagements que j'ai envie de mener. Effectivement, il peut y avoir des écarts, mais ce ne sont pas que des écarts négatifs, ça peut être aussi des écarts positifs. C'est-à-dire, j'ai des choses qui ne vont pas forcément me servir dans cette expérience, mais ce n'est pas grave parce que je vais m'en servir pour d'autres choses. Voilà, donc ça change un petit peu la donne quand même pour les personnes. Ça change aussi la donne pour les entreprises qui, je ne sais pas chez vous, mais nous, sur certains territoires qui se plaignent de ne pas trouver de candidats, parce que face à ces écarts négatifs, les personnes voilà, se positionnent même plus. Mais aussi parce que à force de penser les critères de recrutement, parfois, ça ressemble un petit peu à la liste du Père Noël, ou au mouton à 5 pattes, comme vous voulez. Mais du coup, en face, il n'y a plus personne. Hier, j'étais sur un territoire où la présence de l'industrie pharmaceutique est très forte. Et ils me disaient, finalement, ils vont recruter des personnes d'un autre territoire. Ce qui pose problème par ailleurs, parce qu'après, ils regrettent que les personnes repartent sur leur territoire. Voilà, des personnes qui vont venir chez nous de Seine-Maritime pour arriver dans l'Eure. Bon, voilà, effectivement, il y a des personnes qui préfèrent habiter à Rouen ou à Caen qu'à Louviers. Louviers étant une ville de moindre importance et un petit peu moins vivante de fait. Bon, voilà, du coup, ils repartent. Dès lors qu'ils ont une première expérience professionnelle, ils repartent. Donc, ce qu'on leur propose, c'est déjà de regarder sur le potentiel du territoire et partir du coup de ces soft skills pour aller chercher les compétences techniques éventuellement manquantes. Voilà. Mais pour faire tout ça, il faut le rendre visible. Voilà. On est dans les grands principes. Donc juste très rapidement, parce que on ne va pas rentrer dans la technique, concrètement un open badge. Concrètement, un open badge, c'est une image, tout simplement, une image numérique. Vous savez que dans les images numériques, on peut mettre des métadonnées. Par exemple, quand vous prenez une photo, eh bien, dans votre photo, il y a des métadonnées. Il y a l'heure à laquelle vous avez pris la photo, la date, le nom de l'appareil avec lequel vous avez pris la photo. Voilà, il peut même y avoir les coordonnées GPS, enfin voilà, latitude, longitude qui indique l'endroit où vous avez pris la photo. Il y a plein de métadonnées sans même que vous vous en rendiez compte. Le badge, c'est pareil, sauf que là, l'idée, c'est de se rendre compte des métadonnées qui sont à l'intérieur. Dans les métadonnées du badge, il y a cette image, il y a les critères qu'on a mis, voilà, c'est quoi cette compétence. Il y a l'émetteur, c'est-à-dire qui a créé le badge.
qui me l'a remis, s'il m'a été remis par quelqu'un. Éventuellement des mots-clés pardon, qui peuvent permettre justement cet alignement entre les badges, parce que souvent la réflexion qu'on me fait, c'est OK, mais ça veut dire que tout le monde peut faire des badges, ça va être un beau bazar. C'est vrai, c'est vrai, c'est un beau bazar. Par exemple, si on fait un badge, je sais travailler en équipe, bah, si chacun fait un badge qui correspond à son contexte d'intervention, ça veut dire que sur un territoire, on peut se retrouver avec 50 badges, je sais travailler en équipe, qui sont tous intéressants. Mais effectivement, ça peut être intéressant de les regrouper, voilà, soit par des mots-clés, soit par des méta-badges, soit par un alignement sur un référentiel. Il y a plusieurs techniques, mais effectivement, de façon à ce qu'on s'y retrouve. Mais l'idée, c'est bien de partir de la situation, de partir du contexte. Les compétences, bah, il y en a de toutes sortes. Voilà, chaque compétence est différente d'une autre. Donc, c'est normal que ce soit un bazar. Voilà. À nous de l'organiser derrière, après, pas avant. Voilà, c'est toute la différence entre le formel et le non formel. Il y a bien entendu toutes les preuves. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai laissé imaginer que je mettais plein de preuves dans mon badge. Bah là, si on est sur mon badge Super Rédac que vous voyez en bas, eh bien, il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure dedans. Il y a ma liste de courses, il y a des exemples de mails, il y a des liens vers mes réseaux sociaux, il y a des liens, un lien vers ma thèse, je ne sais même pas si elle est en ligne en vrai, donc c'est peut-être pas vrai. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont à l'intérieur. Voilà, et donc toute la documentation. Euh, Après, on peut créer des parcours de badges, on peut faire des méta-badges qui vont réunir plusieurs badges. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, mais l'outil premier, la base, c'est juste ça. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc après, on peut faire différentes formes de reconnaissance avec ça, et qui ont toutes leur intérêt, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte, on va mobiliser différentes formes de badges et du coup différentes formes de reconnaissance. J'ai laissé de côté sur mon schéma là, ce que j'ai appelé tout à l'heure de la micro-certification, c'est-à-dire, bien entendu, on peut remplacer un référentiel par un badge, c'est-à-dire, on peut dire, bah, plutôt que de délivrer le CAP maçon, on va délivrer un badge CAP maçon. Voilà, c'est la même chose. On peut délivrer aussi un badge qui reconnaît que la personne, elle a la première unité de valeur du CAP maçon. On peut faire ce qu'on veut. On est dans la micro-certification, on est dans la reconnaissance formelle. Ce qui est hyper courant, ce qui n'est pas choquant. Dans les pays anglo-saxons, les badges numériques, c'est essentiellement de la reconnaissance formelle. En Finlande, qui est le pays du badge, par l'excellence, je ne sais pas pourquoi, qui est le pays du badge, ils ne délivrent plus de diplômes en fait, ils délivrent des badges. Voilà, les universités aujourd'hui, et ils ne comprennent pas pourquoi on continue à délivrer des diplômes, parce que le badge, effectivement, du fait que c'est numérique, bah, c'est super sécurisé et on peut pas comment dire, mettre du blanco dessus pour mettre le nom d'une autre personne. Voilà, il y a une certaine sécurité par rapport à ça. Mais l'idée là, c'était quand même de vous présenter les systèmes de reconnaissance non formels. Alors, premier système, la reconnaissance non formelle, qui est quand même basée sur des critères et qui est donnée par une organisation. Donc, une organisation va déterminer des critères, des modalités d'évaluation qui vont permettre effectivement de, bah, d'avoir un accord sur, là, le badge, l'exemple que je donne, c'est le badge qu'on a appelé, nous, chez nous, le badge caméléon. C'est un badge qui va permettre à la personne de faire reconnaître sa capacité d'adaptation. Soit de je m'adapte, soit j'adapte mon environnement. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a des critères, c'est-à-dire il faut qu'effectivement on puisse définir un contexte dans lequel je me suis adaptée, il faut que j'exprime de quelle façon je m'y suis prise, etc. Mais finalement, le contexte, la personne, elle va avoir à l'annoncer elle-même, c'est-à-dire c'est un badge essentiellement réflexif, c'est-à-dire c'est par la valeur de l'analyse de son expérience que la personne, elle va pouvoir accorder de la valeur à ce badge. Voilà, on va lui accorder de la valeur parce que dedans, il y a plein de choses. Alors, ça peut être, là, c'est un badge qui est émis par la Fédération nationale des CIBC. Ça peut être un badge qui est émis par une entreprise parce qu'elle a envie d'identifier, je ne sais pas, la compétence de gestion de projet en son sein, mais elle n'a pas envie de dire, bah voilà, la gestion de projet, il faut savoir faire ça, ça, ça et ça. Elle n'a pas envie de faire ça parce que
parce qu'elle m'a entendu dans un webinaire dire qu'il valait mieux faire de la reconnaissance non formelle. Elle a choisi de dire, OK, voilà, on veut identifier la gestion de projet, mettez-nous des choses à l'intérieur, répondez quand même à un certain formalisme, puisqu'on va poser un certain nombre de questions dans un formulaire, répondez à nos questions, et du coup, nous, on verra si effectivement, on vous reconnaît cette compétence sur la base de ce que vous avez mis. Toujours pareil, le contexte, les méthodes utilisées, les outils, la façon, ce qu'on a mis de soi et des ressources qu'on a mis pour là s'adapter ou pour la gestion de projet. Donc on est dans la reconnaissance non formelle et pas informelle parce que quand même il y a un système de validation, c'est-à-dire le badge, l'émetteur du badge, donc l'entreprise, l'organisme de formation, va le recevoir et va le délivrer si les éléments de preuve lui semblent convaincants. D'accord? Donc il y a quand même quelques critères, mais la valeur du badge est quand même fortement ancrée sur l'analyse réflexive, c'est-à-dire il faut que la personne soit en capacité à expliquer. On est plus du côté VAE un petit peu, hein. Tout à l'heure, j'ai vu récit, voilà. Et du coup, là, l'accompagnement, il est important dans l'analyse réflexive, enfin, dans l'accompagnement des personnes dans l'analyse réflexive, parce que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, nous, on travaille beaucoup là-dessus, et je pense que au niveau de l'APP, on pourra en parler également. Voilà, il faut quand même outiller cette analyse réflexive, encourager donc par un questionnement, par des situations, par un accompagnement. Deuxième catégorie de badge que moi je trouve super intéressante également, mais d'une autre façon, ça va être de faire de la reconnaissance non formelle au sein d'une communauté. Tout à l'heure, je vous ai parlé de négociation, et ça c'est super intéressant, de se dire, OK, là on est en situation, donc par exemple en situation de formation. La formation porte sur voilà, l'acquisition d'une compétence technique, ou peu importe. Mais là, qu'est-ce qu'on a envie de reconnaître? Là, j'ai pris l'exemple d'un badge qui est acquis dans un contexte particulier, qui est un contexte militant, dans un bar associatif. Voilà, ils ont voulu euh, travailler ensemble sur la reconnaissance d'une compétence qui est le travail d'équipe, mais derrière le bar. C'est-à-dire comment on s'organise derrière le bar pour travailler sans se gêner, etc. Donc c'est bien le collectif qui se réunit et qui se met d'accord sur les critères, les modalités d'évaluation. Voilà. Le badge, euh, il est ancré dans le contexte, il est particulier au contexte. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous permettre de pouvoir avancer sur un parcours, mais en tout cas, on peut imaginer que ce type de badge est remis par des personnes qui ont partagé le même contexte que nous, et du coup, on n'a pas forcément besoin de le documenter. On peut tout à fait imaginer que c'est un badge non documenté, puisque ça peut être un badge qui est remis par la personne avec qui j'ai travaillé. Si j'ai bien travaillé en équipe derrière le bar, l'encadrant du bar associatif peut me délivrer le badge sans nécessairement qu'il y ait des preuves à l'intérieur. Après, ça dépend de l'objectif. Si effectivement c'est le fait de communiquer sur mes compétences à l'extérieur, c'est mieux si c'est documenté. Mais dans un contexte clos, par exemple d'entreprise, on peut imaginer que ça ne le soit pas. Dernière catégorie, parce qu'il faut que j'avance, la reconnaissance toujours non formelle, toujours ouverte dans le sens où voilà, on négocie ce qu'on veut, et là on négocie rien du tout finalement, puisqu'elle est individuelle. C'est mon selfie badge de tout à l'heure. C'est moi qui me suis remis mon propre badge. Voilà, j'ai créé mon propre badge super rédac. J'ai mis des éléments de preuve à l'intérieur. Je l'ai mon badge. Je me le suis remis à moi-même. Du coup, la valeur du badge, et c'est vrai, on va y revenir tout à l'heure dans tous les badges, elle va venir de l'endossement. Non pas dans l'émission, mais dans l'endossement. C'est-à-dire, une fois que j'ai le badge, donc dans le premier cas, le badge m'a été remis par une structure, dans le deuxième, par un collectif de travail, dans le troisième, je me le suis remis toute seule. Forcément, mon badge remis à moi tout seul, bah, c'est ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Ça, voilà, ça n'a pas de valeur si voilà, si je mets rien à l'intérieur. Et si vous regardez mon badge, il est endossé par personne. C'est-à-dire personne n'a dit oui, je fais confiance à Muriel, elle est super rédac. Ça a moyennement de la valeur. Si mon badge, et ça c'est vrai pour tous les badges, est endossé par ma mère, pareil.
moyen, hein, la valeur, vous pouvez tout à fait vous dire avec raison que ma mère, elle me reconnaît tout simplement parce que je suis sa fille. Si mon badge il commence à être endossé parce que justement je l'ai documenté, parce que il y a une confiance qui existe entre l'émetteur du badge et l'endosseur, euh, admettons qu'il soit endossé par des entreprises, des fédérations professionnelles, des structures d'accompagnement, etc. Voilà, là mon badge va commencer à avoir de la valeur. Il a de la valeur aux yeux du récepteur, c'est le récepteur qui va regarder mon badge et qui va se dire ok, ce badge-là, super rédac, attends, la nana, elle l'a émis elle-même, il est reconnu par sa mère, c'est bon, aucune confiance. Par contre, il va regarder un autre badge, il va dire, ok, ce badge-là, il a été émis par une fédération nationale, il est documenté, il y a des éléments de preuve, et en plus, il a été endossé par une autre fédération, par une personne qui est reconnue elle-même dans la sphère dans laquelle on se situe. Par exemple, moi, en tant qu'avocate de la reconnaissance ouverte, voilà, mon badge, j'ai un badge avocat de la reconnaissance ouverte, il est reconnu, il a été endossé par Serge Ravet, qui est le président de l'association Reconnaître. Bon, bah, ça a de la valeur. Il a été endossé par le président d'Open Badge Factory. Voilà, ce sont des personnes qui sont eux-mêmes reconnues dans le monde de la reconnaissance. Donc, du coup, leur reconnaissance voilà, fait en sorte que ça donne de la valeur à mes propres badges. Voilà, donc on est dans tout un système de confiance à mettre en place. Donc, on rentre dans un processus de reconnaissance euh, et, euh, et vous allez voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Et j'espère que vous allez pouvoir visualiser un petit peu comment vous, éventuellement, dans vos propres pratiques, vous pouvez le mettre en place. Donc, on l'a dit, la première étape déjà, c'est, je reviens là-dessus, la reconnaissance précède la compétence. C'est-à-dire que si la personne, elle a l'impression qu'elle n'a rien à faire reconnaître, bah déjà, elle va pas démarrer le parcours. Hein. Si elle se dit, OK, ils sont bien gentils, ils veulent me faire reconnaître mes compétences ou mes engagements, mais en fait, moi, je suis rien. Et voilà, faut déjà qu'on ait un petit quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse partir pour certaines personnes de l'expérience domestique. C'est-à-dire, je prends un exemple malheureusement très fréquent, une maman qui a élevé ses enfants et qui dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi j'ai jamais rien fait. Bah, voilà, de partir de son expérience de bah, attendez, vous avez rien fait, vous avez quand même élevé 4 enfants, euh, vous leur avez fait à manger tous les jours, vous les avez amenés à l'école, voilà, tout ça c'est de l'expérience, on va partir de ça. Voilà, c'est quand même plus simple pour elle que de partir d'un référentiel d'emploi alors elle estime qu'elle n'a jamais travaillé. Mais également la reconnaissance du dispositif de reconnaissance lui-même. C'est-à-dire que la personne, elle peut très bien avoir un sentiment de compétence pour elle-même, mais dire votre truc, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive aussi à convaincre les personnes pour qu'elles commencent à tourner sur notre tour de piste, bah que ça va servir à quelque chose, voilà, que ça a de la valeur. C'est pas si compliqué que ça, je vous le dis par expérience, parce qu'ils se disent, bah, même si au final, euh, je n'arrive pas à accéder à un emploi, ou j'arrive pas à mon objectif final, bon, j'aurais quand même pu valoriser mes compétences, valoriser ce que je fais. Et ça, les personnes sont quand même beaucoup en attente de ça. Donc l'idée, c'est de les amener plus loin, mais les faire démarrer, c'est pas si compliqué que ça. Et une fois, j'ai eu un jeune qui m'a dit, je vois bien qu'on est des cobayes et que vous essayez des nouvelles méthodes avec nous, machin, mais du coup, c'est pour ça que j'y vais, quoi. Ça me plaît parce que finalement, ça veut dire que mon avis, il compte. Vous me demandez après ce que j'en pense. On doit vous aider à faire les badges, on doit vous aider à concevoir les parcours. Mais moi, voilà, c'est ça qui l'avait convaincu à démarrer. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que déjà, ça veut dire qu'ils sont conscients de la situation, ils ont raison. On essaye de nouvelles choses avec eux et c'est plutôt sympa de pouvoir le partager avec eux et de ne pas leur faire semblant que notre dispositif il est super rodé parce qu'en fait, bien entendu, sur tous ces sujets-là, on est encore dans l'expérimentation. Enfin, donc, premier principe, et j'espère que du coup, c'est plus compréhensible pour vous, la reconnaissance précède la compétence. Ensuite, et ça, j'en ai pas encore trop parlé, l'utilité.
C'est-à-dire, il faut que j'ai l'impression que ça va m'être utile. Voilà, si le badge il sert à rien, bah, voilà, je vais pas le faire, quoi. Je vais pas le faire. Mon badge de tout à l'heure, super rédac, clairement, à quoi il me sert? À moi, à illustrer mes propos, d'accord? Pour l'instant, il me sert à rien d'autre. On peut imaginer que au sein de ma fédération, par exemple, ou dans ma région, pour pouvoir écrire des articles sur un site internet, etc., on va peut-être me demander des preuves de capacité à écrire, et auquel cas je pourrais utiliser, pardon, je pourrais utiliser ce badge-là. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une utilité, d'accord? Euh, alors l'utilité, elle peut être située à différents niveaux. Être reconnu, ça va permettre d'accéder à quelque chose. Par exemple, alors, un exemple très concret, dans les Fab Labs, de plus en plus, il y a plein de Fab Labs qui se sont mis au badge numérique en disant, voilà, si vous avez le badge, je sais utiliser l'imprimante 3D, vous avez le droit d'utiliser l'imprimante 3D. Mais si vous ne l'avez pas, vous n'y avez pas accès. Donc là, c'est clair. Il me faut ce badge pour pouvoir utiliser la machine. Mais ça peut être aussi, nous on conçoit des parcours par exemple où l'objectif c'est un stage en entreprise. L'entreprise peut dire, ben, moi j'accepte les stagiaires dès lors qu'ils ont le badge respect des consignes, le badge euh, mobilité, voilà, genre même si j'ai pas le permis, je suis capable d'aller à un point A à un point B, enfin voilà, peu importe. Il me faut 3 badges pour accepter de prendre le stagiaire. Auquel cas, pour la personne, le candidat, bah, le badge va lui permettre d'accéder à un stage, par exemple. Voilà, mais il faut qu'il y ait une utilité. Après, c'est pas forcément une utilité individuelle, ça peut être aussi collectif. Ce badge va permettre à ma communauté d'être reconnu pour quelque chose et du coup d'accéder à quelque chose. Par exemple, le badge, j'ai signé la Convention de Bologne. Il y a un badge qui dit, quand on signe la Convention de Bologne, eh bien, on obtient un badge. Bah, ça permet à la collectivité de la reconnaissance ouverte de dire, bah, voilà, nous avons, alors je vous avoue, je n'ai pas regardé, mais admettons, 550 personnes qui ont signé la Convention de Bologne. Ils peuvent communiquer très facilement là-dessus. Donc, ça permet à ma communauté de la reconnaissance voilà, de communiquer sur le fait que, par exemple, ça monte et du coup, on est de plus en plus à travailler sur cette thématique-là. Ça peut être aussi, ça va permettre à mes pairs de... Voilà. Donc, encore une fois, l'utilité, elle n'est pas forcément individuelle, elle peut être collective. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Enfin, nous, dans les publics qu'on accompagne, on accompagne en général des publics plutôt éloignés de l'emploi. Ils sont beaucoup plus friands d'une reconnaissance pour leur collectif d'appartenance, quel qu'il soit, que pour eux-mêmes. Voilà, c'est souvent ce qui les fait démarrer, c'est une utilité collective. Après, il faut qu'il y ait une stratégie de mise en place. Voilà. La stratégie, c'est de dire, OK, très bien, je vais aller chercher quel badge. Et donc ça, c'est forcément par rapport à l'objectif. J'ai compris que je pouvais obtenir des badges, très bien, mais du coup, c'est quoi ma stratégie? Est-ce que je vais me faire des selfie badges tout seul? Est-ce que je vais me positionner par rapport à des badges existants? Je vous ai mis en marge là à gauche la visualisation des différentes formes de badges toujours en prenant en compte les modèles qui sont proposés par le Dôme, qui sont un peu un modèle voilà, qui commence à être utilisé par beaucoup de structures. Voilà, est-ce qu'on propose une collection de badges? Ben, je vais me positionner par rapport à ça. Est-ce qu'en tant que membre d'une communauté, on se dit non, on va fabriquer notre propre badge et du coup, on va bien mettre des éléments contextuels dedans et ce sera notre badge et du coup notre compétence telle que nous on l'a déterminée ou encore une fois est-ce que je me fais mon propre badge parce que ok peut-être je fais partie d'une communauté mais j'ai envie de faire reconnaître quelque chose voilà. Donc là c'est une stratégie c'est-à-dire en fonction de ce que je vise ben voilà, j'ai différentes modalités, à moi de choisir la modalité. Euh, et en plus, une fois que j'ai choisi cette stratégie, bah, après, il faut que j'imagine comment je vais faire pour identifier mes compétences, les valoriser, voire même aller chercher des compétences à développer, parce que si mon objectif nécessite des badges bah, pour lesquels je n'ai pas les compétences, bah, peut-être qu'il faut aussi que je pense une stratégie d'acquisition de compétences
qui peut être de la formation ou encore une fois de l'expérience. Du coup, l'expérience, voilà. La stratégie amène à l'expérience. Donc l'expérience, il y en a partout. Voilà, ça existe partout, hein. On a parlé d'expérience domestique, il y a bien entendu tous les dispositifs formels. J'ai vu tout à l'heure dans le chat apparaître la notion d'AFEST. Oui, bien entendu, tout ça, ce sont des dispositifs qui se prêtent fortement à la reconnaissance non formelle et formelle également, mais voilà, vu qu'on est en situation de travail, vous voyez bien comment une situation d'AFEST peut amener à une certification et à côté de ça, peut amener à de la reconnaissance non formelle sur les soft skills. La VAE, de la même façon, là on n'est pas en situation, on est sur de l'analyse réflexive du récit, mais on a toujours fait ça et il y a un grand débat aujourd'hui sur la VAE et même une mission interministérielle qui essaie de repenser la VAE justement pour faire avancer cette question-là, de dire c'est quand même dommage, à la fin d'un parcours de VAE, on acquiert effectivement, on accède à une certification, mais il y a plein de compétences qu'on a identifiées pendant ce parcours de VAE, voire même qu'on a développées pendant ce parcours de VAE, bah, qui finalement ne sont pas reconnues. Donc comment on fait pour faire reconnaître toutes les autres choses qu'on identifie lorsqu'on est dans un parcours de VAE, donc dans un parcours d'analyse réflexive de l'expérience. Donc, autre dispositif formel, bien entendu, la formation. C'est une expérience formalisée, mais vous savez, enfin voilà, tous les organismes de formation savent bien qu'en situation de formation, il se passe plein d'autres trucs que les choses qui se passent, qui sont dans le référentiel. Voilà. Donc, comment on fait pour que toute cette matière, finalement, l'entraide entre les stagiaires, l'autonomie de certains, etc., puisse être reconnue. Donc ça, par exemple, les universités sont beaucoup là-dessus parce qu'ils tiennent quand même fortement à leur diplôme, mais ils se disent, bah, à côté, on va pouvoir mettre des badges par exemple, un badge, la personne, elle travaille à côté, bah voilà, reconnaître l'investissement dans la formation malgré une situation où il faut travailler à côté, le badge qui va aller valoriser les activités bénévoles du BDE, etc. Voilà, donc là, c'est un petit peu la reconnaissance formelle d'un côté, reconnaissance non formelle de l'autre, alors que sur la FES, sur la VAE, on pourrait imaginer des systèmes beaucoup plus articulés et bien entendu des expériences non formelles. Nous, c'est essentiellement ce qu'on monte, enfin ce qu'on identifie sur nos territoires euh, pour se rapprocher des expériences quotidiennes. C'est-à-dire plutôt que de dire on va monter une expérience, bah, allez vivre cette expérience. On dit, OK, vous êtes déjà dans des expériences, vous faites du foot, très bien. Et ben, on va aller badger avec le club de foot les expériences que vous êtes en train de vivre et du coup les compétences que vous développez. Genre, ne bougez pas, quoi. Voilà, on va chercher les gens là où ils sont. Euh, voilà, ce qui est un petit peu plus facile par rapport à certains publics, de leur dire que déjà dans leurs actes quotidiens, ils mobilisent des choses. Voilà. Donc enfin, nous on appelle ça un écosystème, mais un écosystème favorable à la reconnaissance non formelle, bah, il rend visible ces expériences. Voilà. Donc on est toujours dans le rendre visible. Le parcours, il est pas. Vous voyez, j'ai encore pas mon badge. Hein, vous voyez, je continue à courir autour de mon stade là. J'ai toujours pas de badge. Euh, donc une fois que j'ai vécu mon expérience, il faut que je sois capable d'avoir une approche réflexive de cette expérience. Parce que si je la vis sans être capable de mettre des mots dessus, bah, ça va être difficile de faire ma demande de badge. Donc là, tout le travail, et ça je pense que Yamina pourra nous en parler à l'APP, tout le travail, il est dans l'approche réflexive, comment on accompagne la personne dans l'analyse de ce qu'elle a produit, et du coup on n'est plus euh, en train d'évaluer la personne, on n'est pas dans une démarche évaluative, on est bien dans une démarche réflexive, c'est-à-dire c'est la personne qui va être en capacité d'analyser ce qui s'est produit, les compétences qu'elle a mobilisées, la plus-value qu'elle a apportée, voilà, les ressources qu'elle a mobilisées. Donc on est bien dans quelque chose qui est une démarche intentionnelle et qui, vous le voyez, renforce clairement le sentiment de compétence parce que parfois on met sur les personnes des diplômes ou des médailles. Voilà, si eux-mêmes ne sont pas convaincus du truc, bah, voilà, ils n'arrivent pas à l'exprimer. Oui, j'ai obtenu
j'ai obtenu un certificat, bon voilà, qu'est-ce que ça reconnaît? Bah, je ne sais pas trop, voilà. Là, logiquement, après une analyse réflexive, ils ont les mots pour décrire, la chose et du coup, l'argumentation qui va avec. Donc, on encourage les personnes à prendre conscience, et à documenter le fait qu'ils ont bien appris, de l'expérience, mais voilà, on apprend également par la réflexion sur l'expérience. On est en capacité de remettre en cause ses présupposés. Nous, on lutte, par exemple, contre les pensées automatiques, c'est-à-dire des personnes qui vont dire, «Oh là là, mais ça, j'essaye pas, de toute façon, je suis nulle en maths. Donc je ne vais pas, dans le bar associatif, là, je vais pas prendre la caisse, je serai incapable de rendre la monnaie, je suis nulle en maths». OK. Donc l'idée, c'est de faire vivre l'expérience de façon à ce que la personne, éventuellement, elle puisse remettre en question ses présupposés et ses pensées automatiques qu'elle a sur elle-même. Voilà. Bon, encore une fois, il faut qu'elle accepte l'expérience, mais voilà, ça permet de dépasser ce genre de choses. Et du coup également faire en sorte qu'elle puisse réussir à se situer, par rapport à la complexité d'un vécu, c'est-à-dire, bah, voilà, il y a eu des aléas, j'ai réussi à les dépasser, il y a eu, des choses qui n'étaient pas forcément prévues, voilà et du coup là, on voit bien le soft skills, hein, la capacité d'adaptation, voilà et là, il est souvent nécessaire, c'est un euphémisme, là, c'est vraiment la phase dans laquelle, les personnes mérite d'être accompagnés parce que même pour des personnes qualifiées, cette approche réflexive, elle est loin d'être évidente et ceux qui font de la VAE le savent bien. Et du coup, arrive seulement maintenant mon badge. Vous voyez, j'ai presque fini mon tour de stade et mon badge, il arrive seulement maintenant. C'est ce travail réflexif qui va me permettre de documenter mon badge. Donc, il peut y avoir un formulaire de demande. On me pose des questions, on me demande des éléments de preuve. Ça peut être une demande précise, hein, donner tel élément de preuve. Ça peut être juste l'attribution automatique par un tiers parce qu'en fait, il m'a observé en situation et du coup, il n'y a pas forcément besoin que je mette d'éléments de preuve. On l'a vu que ça peut être de l'auto-attribution. Voilà, je me remets mon badge à moi tout seul. Voilà. Et on peut utiliser d'ailleurs le formulaire de demande pour outiller la réflexivité. Voilà. Si le formulaire il est fait de façon un petit peu pointue, ça peut tout à fait être des questions réflexives et le badge, on n'est pas obligé quand la personne elle va demander la validation du badge, on peut aussi lui dire bah voilà, je ne vais pas vous le remettre tout de suite. Est-ce que vous pouvez repréciser telle ou telle question? Donc, dans le processus même de validation du badge, on peut avoir comme ça un accompagnement réflexif et voilà, le badge peut être lui-même un outil de dialogue entre le valideur, l'émetteur et le bénéficiaire. Voilà. Mais on n'est pas pour autant, on est reconnu pour le moment par une seule personne. Si mon badge est validé, on est reconnu par l'émetteur du badge. Et c'est là où ça commence à devenir peut-être un petit peu plus stratégique pour les personnes. C'est qu'ok, on a la reconnaissance de l'émetteur, mais euh, il va falloir aussi proposer que ce badge il soit reconnu par des endosseurs. Et c'est ça qui va donner toute la valeur au badge. Je l'ai dit tout à l'heure. euh, Si j'ai un badge là, même qui m'a été remis par la Fédération nationale des CIBC, voilà, une entreprise peut très bien se dire, bah, attendez, ils accompagnent les gens, bien entendu qu'ils ont intérêt à la fin à leur donner leur badge. Sinon, ça voudrait dire que leur processus d'accompagnement, il n'est pas bon. Donc, bon, je veux bien y faire accorder de la confiance, mais enfin, c'est quand même limite. Si après, une fois l'obtention de ce badge, j'arrive à le faire endosser par d'autres employeurs, par la fédération professionnelle des boulangers, si je suis boulanger, etc., voilà, eh bien, mon badge va prendre de la valeur. Et du coup, on est bien dans un parcours de reconnaissance, c'est-à-dire je peux continuer à nourrir mon badge. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que mon badge, il n'est pas terminé. C'est pas comme un diplôme, d'accord? J'ai documenté mon badge, il m'a été attribué, il a été éventuellement endossé par quelqu'un, ok? Et ben c'est pas terminé. Je peux faire plusieurs tours à mon badge, c'est-à-dire je continue. Pardon, je pensais avoir mis quelque chose.
Je continue, c'est-à-dire on peut faire plusieurs tours de stade. Je peux, par exemple, je veux faire reconnaître ma capacité à travailler en équipe et j'ai documenté mon badge sur, j'ai bien travaillé en équipe, dans une association, et là, on me propose un stage en entreprise. OK, je vais faire mon stage en entreprise. Pendant le stage en entreprise, je travaille en équipe, mais différemment, parce qu'on n'est pas dans le même contexte, parce qu'il n'y a pas le même rapport hiérarchique, parce que les personnes qui m'encadrent, ce sont des salariés, ce ne sont pas des bénévoles. Ça change les choses. Du coup, je vais à nouveau mettre des éléments de preuve dans mon badge, une nouvelle documentation, je peux continuer à le nourrir, et sur la base de ces éléments de preuve, le faire reconnaître, le faire endosser, pardon, notamment par les personnes qui m'ont accompagné dans l'entreprise, par le tuteur, par le patron de l'entreprise qui m'a accueilli en stage, etc. Et comme ça, mon badge, il grossit. Alors, j'aime bien la comparaison. C'est comme un Tamagotchi. Voilà. Il faut que je le nourrisse et je le fasse grandir. C'est pas terminé. Vous voyez, on n'est pas sur un diplôme qu'on obtient à vie. On est dans quelque chose qu'il faut nourrir au fur et à mesure. Voilà, je vais arrêter là. Je vois qu'il y a plein de commentaires dans le chat. Juste pour info, je vous ai mis des petites ressources, donc des articles qu'on a écrits qui peuvent vous permettre de voir des illustrations et vous aurez l'illustration de l'APP, des webinaires qui sont faits par Open Badge Factory. Donc, nous, on est sur cette plateforme-là, il en existe d'autres. Voilà. Et puis, on a fait des petits tutos pour nos usagers pour qu'ils arrivent à demander un badge, utiliser un badge, etc. Donc, ils sont à votre disposition puisque c'est sur YouTube. Donc, ils sont accessibles à tous. Vous pourrez aller voir tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde, je vais me présenter. Donc, je suis Yamina Boyadaga, responsable de l'APP de SET, donc Atelier de pédagogie personnalisée, qui a la particularité d'être porté par la communauté d'agglomération de 7 aglopoles Méditerranée. Et on est rattaché à la direction développement économique, enseignement et innovation. C'est un cas très particulier puisque généralement les APP sont plutôt portés par des organismes de formation, associations. Il y a quelques APP en France qui sont portés par des collectivités. Donc c'est le cas de l'APP de Sète. Donc je vais essayer d'illustrer les propos de Muriel, mais je voulais quand même préciser quelque chose sur le contenu de mon intervention. Donc, je vais vous présenter la certification et les badges apprenants agiles que le réseau APP utilise. Ça, c'est la première partie. Il y aura une petite vidéo et quelques explications. Ensuite, je vais vous présenter le dispositif reconnaissance sur lequel sont utilisés ces badges et cette certification. C'est un dispositif expérimental qui est mis en place sur plusieurs territoires. Et à la fin de ma présentation, je vous donnerai quelques éléments techniques sur la plateforme, mais parce que je vois que dans le chat, il y a eu quand même pas mal de questions sur comment ça fonctionne concrètement. Et Muriel l'a bien dit, il y a plusieurs plateformes qui existent. Donc nous, je vais vous présenter les plateformes qu'on a utilisées. Mais aujourd'hui, l'objet de l'animation, c'est pas une formation sur la plateforme. Vous avez ensuite, on vous donnera des liens comme l'a fait Muriel déjà sur sa présentation vers des tutos en ligne ou des formations qui existent pour prendre la main sur les plateformes, créer des badges, rentrer un peu plus dans le technique. Là, on est juste sur une illustration et donc je ne vais pas vous faire une formation sur la plateforme. Voilà, donc que ça soit voilà, que vous ne soyez pas frustrés par ma présentation. Donc, je vais vous proposer une petite vidéo pour commencer qui présente, donc c'est une vidéo qui est sur la chaîne YouTube du réseau APP qui dure 2 minutes 30 et qui reprend un petit peu la présentation de cette certification propre au réseau APP Apprenant Agile qui utilise des badges. Et puis, je vous expliquerai depuis quand elle existe, comment on l'a construite et quels sont les badges. Donc, je lance la vidéo. Normalement, vous avez le son. S'il y a un problème, vous me le dites. Découvrez et développez vos compétences avec les APP. Fondée sur l'auto-formation accompagnée, la démarche APP vous amène à mobiliser et à développer toute une palette de compétences transversales,
particulièrement utile et recherché par les entreprises, car mobilisable dans diverses situations. Aussi, par la découverte et l'appropriation de méthodes pour apprendre à mieux apprendre, vous allez devenir un apprenant agile. Parce qu'il est important de prendre conscience de ses compétences et de les rendre visibles. Les APP vous permettent de faire valoir tous vos acquis avec des badges numériques. Mais qu'est-ce qu'un badge ? C'est une représentation visuelle accessible en ligne qui permet de reconnaître vos accomplissements en termes de compétences. 3 niveaux de badges rythment votre parcours. Les badges explorateurs représentent vos points d'entrée en formation. Par exemple, communication, mathématiques, numérique, apprendre à apprendre. Parfait terrain de jeu pour valoriser vos compétences transversales. En APP, on vous propose de vous focaliser sur 6 d'entre elles. Communiquer, coopérer, agir avec méthode, exercer sa créativité, raisonner avec logique, exercer son sens critique. Au niveau bâtisseur, l'auto-formation accompagnée vous permet de prendre conscience de ce que vous êtes en mesure de réaliser dans des situations de plus en plus complexes. Pour valider ce badge, vous allez vous appuyer sur une ou plusieurs de vos situations d'apprentissage et illustrer la mise en pratique des 6 compétences transversales. Au niveau architecte, vous prouvez par la réalisation d'un micro-projet votre capacité à mobiliser conjointement ces compétences de manière autonome et efficace. À la fin de votre formation, un badge parcours vient regrouper l'ensemble de vos badges validés ainsi que toute autre preuve de vos réussites. Tout au long de ce processus de validation, vous êtes accompagné par les équipes APP. Votre parcours est unique. Prenez-en conscience, soyez-en fiers et faites-le savoir. Voilà, je redémarre. Donc voilà, cette vidéo, elle a été éditée, elle est un peu dépassée puisqu'elle a été éditée au tout début du dispositif et comme je vais vous le présenter, le référentiel en fait des badges qui sont actuellement en cours a évolué pour être simplifié et je vais essayer de vous présenter ces badges pour que vous puissiez mieux les comprendre. Mais avant sans rentrer dans le détail, l'historique, en fait, l'intention de la création de ces badges, c'était vraiment de changer de regard et de posture, et surtout de valoriser ce qui se faisait déjà en APP lorsqu'une personne rentrait en parcours. Il y avait donc cet accompagnement réflexif, le développement des compétences apprendre à apprendre. Et l'objectif, c'était de rendre visible et de valoriser ce qui se passait quand une personne rentrait en action dans un parcours d'auto-formation accompagnée en APP et de rendre ce visible, cet invisible visible par les preuves et non par l'épreuve. Donc, l'épreuve étant les endossements ou les productions des apprenants ou les questionnaires d'auto-évaluation qui sont proposés aux participants. Et si vous avez participé à la visio de lundi, vous savez que la conception de ce référentiel et de ces badges prend du temps, c'est de l'ingénierie. Donc là, c'est l'APAP qui a réalisé ce travail grâce à un financement FSE, me semble-t-il. Donc on est parti à partir de 2015 avec un projet qui s'est intitulé Projet CCE, qui a permis d'aboutir aujourd'hui à une certification qui s'appelle Apprenant agile, faire valoir ses capacités à apprendre et à s'adapter, et qui est déposée au répertoire spécifique et qui repose donc sur la compétence apprendre à apprendre, les capacités qui sont mobilisées pour suivre un parcours en auto-formation accompagnée en APP. Donc l'autonomie, l'analyse réflexive sont au centre vraiment de cette validation de compétences. Donc aujourd'hui, la composition des badges a évolué, mais repose toujours sur les 6 compétences polyvalentes que vous avez pu voir dans la vidéo et bien sûr sur les compétences clés européennes. Et ces 6 compétences polyvalentes ont été déterminées par le réseau APP parce qu'elles faisaient consensus, parce qu'elles étaient sollicitées dans la démarche d'auto-formation accompagnée et parce qu'elles ont été travaillées en équipe, sélectionnées
repéré et on a choisi ces 6 compétences polyvalentes pour la certification et les badges apprenants agiles. Alors, vous avez vu les niveaux de badges présentés dans la vidéo. Pour résumer, il y en a 6 pour les apprenants. Donc 3 bleus, 2 roses et 1 vert, le vert étant le badge parcours qui permet de rassembler les 5 autres, donc les 3 bleus et les 2 roses. Donc les 3 badges bleus, ce sont les badges qui rythment le parcours, donc avec ces 3 étapes, explorateur, bâtisseur, architecte. Ça permet d'apporter une lisibilité au parcours et de valider le développement des compétences et de l'autonomie au fur et à mesure du parcours. Donc, on va voir un peu plus en détail chaque badge, hein. Donc, l'explorateur, c'est le badge du démarrage du parcours lorsque l'apprenant signe son contrat individuel de formation en APP. Il peut donc participer à une première séance d'auto-formation accompagnée, un premier atelier réflexif. Il va faire un positionnement, souvent sous la forme d'un auto-positionnement, pour analyser son besoin, ses compétences déjà acquises et qu'est-ce qu'il a besoin de développer pour définir son plan de formation individualisé. Et donc, au bout des 2 premières semaines, pratiquement, hein, chaque apprenant qui a démarré un parcours en APP peut demander son badge explorateur, puisqu'il a pris, voilà, il est rentré dans cette phase qu'a présentée Muriel de reconnaissance, il a identifié ses besoins. Deuxième badge bleu, c'est le badge bâtisseur, lorsque on reconnaît en l'apprenant sa capacité à construire son autonomie, mais surtout à reconnaître toutes les compétences polyvalentes qui ont été présentées, identifiées, donc les 6 compétences. Et donc, pour valider ce badge, l'apprenant va s'appuyer sur des mises en situation concrètes et va pouvoir identifier sur chaque situation vécue. Ça peut être une situation vécue à l'APP, mais on favorise aussi des situations vécues à l'extérieur de l'APP, donc des expériences personnelles où on va aider l'apprenant à mettre des mots sur ce qu'il a appris et comment il l'a appris et à analyser ce qu'il a appris pour pouvoir dire ça correspond à la coopération. J'ai pour réaliser par exemple cet exposé, j'ai coopéré avec les autres apprenants, j'ai échangé des informations ou j'ai communiqué à l'oral et j'ai présenté mon exposé à l'oral. Donc on va prendre l'habitude sous la forme de rituels et d'ateliers réflexifs d'analyser les situations vécues pour pouvoir demander ce badge bâtisseur. Le dernier badge, le badge architecte, c'est celui qui atteste que la personne a réalisé un projet. Donc, ça peut être un projet d'entrée en formation, un projet d'accéder à un emploi ou un projet plus personnel. Donc, et pour demander ce badge, l'apprenant va devoir déposer un dossier de preuve avec l'ensemble des productions qui attestent qu'il a bien achevé une réalisation. Donc, dans la phase explorateur, il va déterminer ses objectifs et dans la phase architecte, il va montrer qu'il a atteint son objectif. Ça peut être réussir un concours, accéder à une formation qualifiante, signer un contrat de travail, accéder à un logement, passer son permis de conduire. Le niveau du projet peut être à l'échelle de chacun très simple ou plus complexe, hein. Il n'y a pas de projet qui ne sera pas validé en tant qu'architecte à partir du moment où la personne a évolué dans la réalisation de son projet et l'a réalisé, a atteint son objectif, on peut avoir le badge architecte. Ensuite, les 2 badges roses, ce sont vraiment les badges spécifiques à la démarche apprendre à apprendre pour donc dans un premier temps mieux se connaître son profil d'apprenant, connaître les techniques pour développer ses capacités à apprendre, découvrir ses stratégies de réussite qui fonctionnent, comment je fais pour apprendre, pour mémoriser, pour prendre des notes, et comment ces techniques que j'apprends en atelier, apprendre à apprendre à l'APP, je peux les transposer à d'autres apprentissages. Et donc là, il y a 2 niveaux de badge. Le premier, c'est le badge Ma Boussole. C'est lorsque la personne, pareil, elle s'est engagée dans le parcours, a participé à un premier atelier apprendre à apprendre, a fait un auto-positionnement, un diagnostic sur son profil d'apprentissage, ses difficultés, quelle est sa manière d'apprendre et a pris conscience en fait finalement que cette capacité-là peut être développée
Donc, le fait de déjà pouvoir nommer cette compétence-là permet d'accéder à la boussole. Et la boîte à outils, apprendre à apprendre ma boîte à outils, c'est lorsque la personne est capable de citer les outils qu'elle met en place concrètement dans son parcours d'apprentissage. Et donc, le dernier badge est le badge de la certification apprenant agile. Là, vous avez un schéma qui regroupe l'ensemble des badges avec les différentes étapes. Donc, la première étape, explorateur avec la boussole, bâtisseur avec la boîte à outils et architecte lorsque le projet est réalisé. Et tout au long de ce parcours, vous avez une démarche réflexive qui permet d'analyser les situations, les compétences développées en rapport avec les 6 compétences polyvalentes. Et lorsque la personne valide son badge architecte, là, elle peut demander la certification et la certification est réalisée par un jury porté par l'APAP au niveau national, donc l'association pour la promotion du label APP. Les chiffres que j'ai indiqués en dessous de chaque badge, c'est les compteurs, là, alors c'est pas à jour, mais c'est les compteurs des badges délivrés sur le dernier mois, là. Je pense que c'est les chiffres de octobre ou septembre. Donc, ça vous permet d'avoir une idée. Pour le moment, il n'y a qu'un seul certifié apprenant agile sur l'APP de Dijon. Voilà. Alors, les outils de cette validation par les badges, ils sont définis par une approche, des méthodes, des ressources qui sont transférées aux équipes APP et qui peuvent être même validées pour les équipes APP par 2 badges. On a le badge valorisateur de compétences pour les formateurs, accompagnateurs, référents parcours qui auraient accompagné des apprenants jusqu'au stade de bâtisseur, et le valorisateur de projet pour les formateurs qui auraient accompagné des apprenants jusqu'au stade architecte ou jusqu'à la certification apprenant agile. Et donc, cette approche permet d'accompagner les personnes pour qu'elles soient en capacité d'identifier leurs compétences, de les valider. Alors, il y a parmi les outils, donc je vous ai mis un petit schéma de la pratique réflexive. Donc, on a des ateliers d'analyse réflexive, ou qu'on appelle aussi des ateliers Kairos. Il y a bien sûr tout l'accompagnement individuel renforcé avec le référent parcours, des évaluations formatives sous la forme d'auto-évaluation, de co-évaluation, d'évaluation comparée, des évaluations critériées, des outils d'accompagnement, alors bien sûr le livret de suivi, mais aussi le journal Kairos, qui est un journal personnel que les apprenants peuvent compléter au fur et à mesure de leur parcours ou dans leur vie quotidienne pour noter toutes leurs réussites positives et leurs avancées, leurs progrès. Et le mot d'ordre, c'est vraiment de rester que sur les moments qui ont enclenché une compréhension, qui ont enclenché une prise de conscience, et les moments positifs. On est sur un cahier de réussite qui permet vraiment d'avoir cette habitude de voir le verre toujours à moitié plein et pas à moitié vide. Et ce qui clôture cette démarche, c'est bien sûr la reconnaissance par les badges. Donc voilà un petit peu la présentation des badges et de la certification apprenant agile. Maintenant, comment on l'utilise en APP? Donc, vous pouvez avoir des APP qui l'utilisent sur des parcours préqualifiants. Par exemple, en Occitanie, vous avez des APP qui l'utilisent sur le dispositif Projet Pro. Nous l'utilisons sur le dispositif Reconnaissance, donc qui est un projet, qui est un parcours d'accompagnement inclusif qui est expérimental, financé par le PIC dans le cadre du programme 100% inclusion, et pour lequel on a obtenu donc une subvention du PIC et un cofinancement du FSE. Le pilotage de ce dispositif se fait au niveau national par l'APAP et vise des publics fragilisés, alors les fameux publics 100% inclusion dits invisibles, alors j'aime pas trop le mot invisible, mais qui sont fragilisés parce que soit isolés, soit habitant les QPV, soit avec un handicap, demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, et qui sont identifiés comme des publics qui ont du mal à entrer dans des dispositifs classiques de formation, ou qui ont du mal à se mobiliser, qui n'arrivent pas à accéder à l'emploi, qui n'arrivent pas à accéder à la formation. Donc on est en fait une marche encore avant tous les dispositifs préqualifiants.
Et donc, ce dispositif se décline sur, comme vous le voyez, sur 4 territoires et 6 APP, dont fait partie donc l'APP de 7. Et nous visons sur 2 ans 50 parcours d'accompagnement avec peut-être plus du double d'accueil de public pour de l'information, de l'orientation, du repérage. Les personnes qui s'engagent sur reconnaissance ne sont pas forcément ceux qui se présentent au départ. Il y a beaucoup de réorientation vers les dispositifs les plus adaptés. Et donc, ce parcours reconnaissance, qui dure de 3 mois à 1 an, repose sur la validation des badges numériques et de la certification Apprenant Agile, mais ils peuvent être aussi validés par d'autres certifications. On peut leur proposer, selon les besoins, des parcours de remise à niveau avec des certifications Voltaire ou de la bureautique TOSA ou du CLEA pour ceux qui n'ont pas de qualification. Et donc, on retrouve le parcours type de l'apprenant avec les étapes explorateur, bâtisseur, architecte, qui reposent vraiment sur la certification Apprenant Agile. Alors, parmi les outils qu'on a mis en place pour créer ce parcours, il y a bien sûr des ateliers, des mises en situation. Et là, on s'est donné carte blanche pour créer toutes sortes d'ateliers au sein de l'APP et en dehors, hors les murs de l'APP avec des partenaires, puisque ce dispositif repose sur trois types de missions. Hein. Il y a le pilotage que j'assure, hein, je suis pilote du dispositif, un référent parcours qui va lui être en charge d'accompagner les apprenants, et un référent cartographe qui a le rôle d'agir sur le territoire pour reconnaître, se faire reconnaître, reconnaître les publics, reconnaître les structures et identifier sur le territoire toutes les actions possibles qui peuvent être proposées au public pour les remobiliser. Et donc, avec ces partenaires, on a pu créer plusieurs ateliers, par exemple un atelier avec le Fab Lab pour concevoir des objets et utiliser des machines numériques, des ateliers ludiques, escape game, réalité virtuelle avec le Game Lab, des ateliers estime de soi, des ateliers qui utilisent le numérique pour publier, retoucher des photos. Donc, on a essayé de trouver à chaque fois des situations ludiques, positives, des expériences qui se déroulent dans nos locaux, à l'extérieur, pour travailler aussi sur la mobilité. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un atelier mis en place, il y a une méthodologie bien particulière de préparation de l'atelier et d'analyse de l'atelier pendant l'atelier et après l'atelier pour mettre en relation tout ce que les personnes ont appris, ont vécu pendant ces ateliers avec les 6 compétences polyvalentes: coopérer, agir avec méthode, exercer sa créativité, raisonner avec logique, exercer son sens critique et communiquer. Et du coup, ça permet aux apprenants de prendre conscience qu'à chaque fois qu'ils vivent un événement, ils mobilisent des compétences et ils peuvent ensuite les valider, les valoriser avec les badges. Actuellement, on a 7 personnes en parcours qui ont démarré en septembre et on a là 4 personnes qui potentiellement démarrent un parcours la semaine prochaine. Pour atteindre les 50, on a pris un petit peu de retard à cause de la crise sanitaire et des recrutements tardifs des référents parcours, mais on a bon espoir là puisque le bouche à oreille commence à fonctionner et le dispositif commence à prendre aussi bien au niveau des partenaires, mais aussi des apprenants qui vraiment ont intégré la méthodologie et se l'approprient et la communiquent même aux nouveaux qui arrivent, qui rejoignent le dispositif qui est en entrée-sortie permanente. Donc voilà sur le dispositif reconnaissance. Maintenant, quels sont les outils? Comment on bascule sur les badges? Donc, les plateformes qu'utilise le réseau APP, il y en a donc 3. La première, c'est la plateforme Apprenant Agile. Alors, je vais essayer de vous la montrer. D'ailleurs, vous l'aurez sur le diaporama en lien. Donc, cette plateforme, elle est en ligne, donc apprenantagile.eu. Si vous voulez explorer un peu plus en avant les badges, vous avez une description des badges disponibles. Et pour chaque badge, en cliquant dessus, vous pourrez aller voir à quelles compétences il correspond et quels sont les documents de preuve qu'il faut proposer pour valider le badge. Donc ça a été la première option,
c'est-à-dire d'avoir une plateforme propriétaire du réseau APP. Donc l'APAP a mis en place cette plateforme au tout début de la certification et a commencé à professionnaliser les équipes pour l'utilisation de cette plateforme en interne. Et petit à petit, donc avec l'expérimentation reconnaissance, on s'est rendu compte que la gestion des badges, plus le nombre augmentait, devenait complexe. Et avec la montée en puissance des plateformes de reconnaissance, on a décidé d'opter pour une plateforme qui, je pense, est la première plateforme européenne, hein, c'est Open Badge Factory, que vous avez également dans le lien sur le diaporama, et qui permet d'avoir une gestion plus actualisée des badges, et qui permet également à l'APAP d'attribuer, de partager ces badges avec tous les APP qui ont un compte Open Badge Factory. Alors, peut-être pour anticiper quelques questions, la plateforme Open Badge Factory, vous avez une possibilité d'avoir un essai gratuit. Je pense que c'est sur 3 mois. Et ensuite, vous avez une tarification selon votre usage de la plateforme et le nombre de personnes le nombre de comptes administrateurs et le nombre de badges. Donc, je vous invite à aller voir les tarifs directement sur la plateforme. Nous, on a un abonnement basique pour démarrer à 200 € par an. Voilà. Et cette plateforme, donc Open Badge Factory, je vais revenir sur le diaporama, est complétée par Open Badge Passport. Alors, quelle est la différence entre ces deux plateformes, Open Badge Factory et Open Badge Passport? Donc, tout simplement, Open Badge Factory, c'est la plateforme pour les équipes, pour l'organisme qui va émettre les badges. Donc, ça vous permet, donc, en tant qu'administrateur, de créer des badges. Donc, comme l'a expliqué Muriel, vous allez d'abord créer l'image du badge. Vous pouvez utiliser donc les modèles du dôme. Ensuite, lui donner un intitulé, le personnaliser avec des images, rajouter les critères d'obtention. Si vous voulez personnaliser un questionnaire, vous allez rajouter un questionnaire pour valider le badge. Et ensuite le publier pour que les bénéficiaires puissent le demander et l'obtenir. Vous avez la possibilité de valider les badges. Certains badges, on peut les obtenir en auto-validation, et d'autres, c'est le référent parcours qui est connecté sur la plateforme qui va confirmer que le badge peut être octroyé. Vous pouvez aussi, en tant qu'administrateur, donc entrer en contact avec d'autres organismes qui délivrent des badges, être partenaire pour créer un badge. C'est le cas actuellement, on est en train de réfléchir sur comment créer des badges spécifiques pour le Fab Lab, mais peut-être que le Fab Lab va créer ses propres badges, et puis on sera donc récipiendaire, alors j'ai du mal avec ce mot, on va réceptionner les badges du Fab Lab pour nos apprenants. Et puis surtout, l'avantage, c'est que vous pouvez consulter des rapports statistiques qui vous indiquent combien de badges ont été octroyés, dans quelle région, où vous pouvez les localiser, combien d'endossements a obtenu chaque badge, etc. Et donc, la plateforme Open Badge Passport est la plateforme gratuite pour tous les bénéficiaires et pour vous-même, hein, comme vous pouvez créer votre propre profil sur Open Badge Passport pour pouvoir découvrir des badges proposés, en demander, afficher votre profil sous la forme d'un portfolio comme on a vu celui de Muriel tout à l'heure. Vous pouvez aussi créer des pages thématiques, on l'a vu tout à l'heure aussi, et vous pouvez rentrer en contact avec d'autres bénéficiaires de badges. Donc voilà pourquoi il y a deux plateformes sur Open Badge. Alors, je vous ai aussi partagé mon profil. Hein, je sais pas si... Alors moi, je suis une débutante, je suis une noob dans les badges, mais j'ai quand même validé plusieurs badges. Je vais essayer de vous les montrer. Donc ça, c'était... Voilà, il est là. Donc j'ai pu valider pas mal de badges libres, en auto-validation, notamment par exemple, et je vais vous inviter, si ça vous intéresse, à aller créer votre compte sur Open Badge Passport et valider, demander le badge. J'explore les Open Badges et
pourquoi pas le badge Badgeons l'Occitanie pour rejoindre le collectif Badgeons l'Occitanie. Mais j'ai pu aussi créer, comme l'a fait Muriel, des badges sur les compétences avec je pilote un projet territorial que je vais partager avec les autres collègues pilotes des autres APP, ou je sais animer des ateliers en ligne qui a été créé par une autre personne et j'ai pu aller chercher ce badge et le demander pour le valider. Donc, voilà. Oui, voilà. Donc, à vous de jouer maintenant. L'idée, c'est de créer votre compte sur Open Badge Passport. Je vais partager avec vous un lien vers un tutoriel qui explique vraiment en détail, étape par étape, comment créer son compte, comment éditer son profil, etc. Et donc, les 2 badges que je vous invite à rechercher et à valider, ce sont les badges de l'association Reconnaître. Donc, le premier, j'explore les Open Badges. Actuellement, il y a 1251 bénéficiaires, dont seulement 7 en Occitanie. Donc, je vérifierai, on verra en fin de semaine si le nombre a augmenté en Occitanie. J'ai vu que vous étiez environ 80 participants. Donc, on verra si le nombre a augmenté en Occitanie, puisque voilà, on n'est pas beaucoup badgé en Occitanie pour le moment. Et donc, vous avez la démarche de l'association Reconnaître Badgeons les territoires. Donc, on a Muriel qui a présenté le Badgeons l'Occitanie, hein, le fameux camembert. Mais vous avez donc, il existe le badge Je soutiens Badgeons l'Occitanie pour créer un collectif et proposer de créer donc des badges, d'uniformiser ou j'imagine de soutenir la création de badges par les organismes en Occitanie. Actuellement, j'ai vu qu'il n'y avait que 16 bénéficiaires, dont 8 en Occitanie. Donc, à vos badges, badgez-vous. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, actuellement, il y a, je me suis inscrite au MOOC BA Badge qui est sur la plateforme FunMOOC. Vous avez le lien sur le diaporama que vous pourrez aller pour vous inscrire. Il a démarré la semaine dernière, mais la semaine dernière, c'était la semaine de présentation. La première semaine commence cette semaine, donc il est encore temps de vous inscrire. C'est 4 semaines de MOOC sur comment utiliser, comment fonctionnent les badges. Et il prévoit 2 à 3 heures de travail par semaine, donc c'est pas trop contraignant. Et j'ai déjà, juste sur la présentation, appris beaucoup de choses et réceptionné pas mal de liens, d'informations pour s'auto-former. Je vous ai mis aussi à la fin du diaporama tous les liens, notamment le lien sur un Moodle, sur les Open Badges que j'ai découvert à la conférence EPIC. Donc, Open Badge info/apprendre. Vous avez trois modules pour apprendre à créer ces badges. Voilà, je crois que j'ai terminé ma présentation.